dans la prochaine revue Hyper, va sortir un article que j'ai rédigé sur l'éducation physique et le sport de l'ET de Montpellier. Ça peut surprendre de reposer cette question-là. Je la pose tout simplement parce que je suis inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, et maintenant j'ajoute honoraire, c'est-à-dire en retraite depuis 4 jours. Donc pour 4 jours, ça me donne encore un petit peu de légitimité pour parler de mon métier et des expériences vécues dans mon métier. Je réinterroge cette liaison tout simplement parce que je me dis, quand vous avez travaillé 42 ans, et que pendant 42 ans vous racontez la même chose, et que manifestement, soit vous êtes à la médecine, soit il y a quelque chose qui coince, soit il y a peut-être quelque chose d'inévitable sur lequel on ne peut pas revenir, qui fait qu'on n'arrive pas à convaincre, voire les enseignants eux-mêmes là où ils sont dans les établissements, on n'arrive toujours pas à convaincre avec les moyens qui sont là. Qu'est-ce qui fait que partout où je vais, il va de soi qu'on est prof de sport? Vous êtes prof de sport, vous occupez du sport. Et dans votre tête, vous dites, bon, je ne vais pas recommencer je voulais expliquer l'éducation physique, le sport, c'est pas la même chose. Mais attends, oui, mais vous enseignez le handball, non, vous enseignez pas le handball, là, on s'en les pinces, on essaye de trouver des bonnes solutions. En 42 ans, j'ai quand même réussi à clarifier un petit peu cette question et essayer quand même de faire en sorte que les interlocuteurs que j'ai pu avoir, et quand vous êtes inspecteur général ou de l'académie, etc., vous rencontrez forcément des gens qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale. Conseils régionaux, conseillers généraux, des élus locaux, des fédérations sportives, vous rencontrez des tas de gens. Et pour ces tas de gens, ils ont une vision de vous, de ce que vous faites, de ce que vous enseignez. Et bien souvent, ceux qui sont en accord avec vous ne sont pas nombreux. Enfin, ils sont pas nombreux. C'est pas qu'ils sont en désaccord, c'est qu'ils écarquillent les yeux en disant ah bon, c'est ça, ah bah c'est bien bon. Ah bon, je ne voyais pas comme ça. Donc j'étais amené, ne serait-ce qu'il y a 7 ou 8 ans, à travailler sur la santé dans mon académie. J'ai pu intervenir à l'Institut Pasteur devant un médecin, des gens comme ça. Quand vous expliquez les choses, ça va un peu mieux. Mais sur le début, c'est un peu compliqué. Quand vous allez dans les fédérations, là, vous pouvez avoir des oppositions frontales. J'en ai eu une avec le président de la Fédération française d'athlétisme il y a quelques temps, parce qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle il y avait totalement des nanométriques dessous. Qu'est-ce qu'on pouvait bien enseigner si les gamins ne faisaient pas trop bon? Donc il a fallu, là, j'explique pourquoi pas. Puis ça prend du temps, toujours, puis on a l'impression d'être compliqué. Donc cette question de traverse me turlupine depuis un bon moment, et j'essaye de clarifier ça, de faire en sorte de défendre la discipline, parce que, qui est aussi la vôtre, de telle manière à ce qu'on se retrouve quand même et qu'on soit au. En même temps, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'on est dans le tronc commun des disciplines, on est les seuls à être partout, lycée professionnel, lycée technologique, lycée général, lycée sport, avec les lycées agricoles, partout. Donc, on nous reconnaît bien quelque chose d'important, et cet important reste tout le temps du domaine de l'implicite. En même temps, chacun de là où il est pense qu'on a une carte à jouer, parce qu'il nous identifie au travers de sa propre définition. C'est-à-dire que si vous allez vers les fédérations sportives, certaines, pas toutes, et pas ça dépend le niveau, parce que quand vous êtes inspecteur dans une académie, ceux que vous rencontrez, c'est soit le conseiller technique régional, voire le président de la fédération, le président régional, pas le président de la fédération au niveau national. Donc, il peut lui aussi traduire des façons de voir qui ne sont pas forcément partagées par l'ensemble de sa fédération. Mais en même temps, quand lui il parle de natation, il pense que vous parlez de la même natation. Quand vous parlez d'athlétisme, que vous parlez de la même athlétisme. Et que si je vais vous donner un coup de main pour faire de la formation continue, il est persuadé qu'il va répondre vraiment à un besoin qui est le vôtre. Et qu'en venant parler des différents niveaux pour devenir un bon triple sauteur, c'est cette question-là que vous vous posez quand vous faites du triple saut. Donc c'est une vraie question. Et de l'autre côté, vous avez une société qui se transforme, qui évolue, qui change. C'est pour ça que je l'avais sur un PowerPoint, j'ai essayé de vous expliquer le schéma bien qu'il ne soit pas projeté. Et vous avez une société qui bouge, qui change, vous le savez. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de vous. Je prendrai quelques exemples. Je vais prendre d'abord il y a une revue sur laquelle on était abonné dans notre service à l'Académie de Clé, c'était la lettre de l'économie du sport. C'est pas une revue en fait, c'est 3 ou 4 feuilles qui arrivent de manière hebdomadaire et qui vous donnent des sondages, des décisions prises dans le ministère des Sports, des liens avec le ministère de l'Éducation nationale, etc. Ça vous donne la température générale de ce qui se joue
dans votre pays, du point de vue de ces questions-là, en Europe, par exemple l'Europe. La dernière que j'ai lue, elle va dans le sens de ce que je voulais vous dire. Une enquête montre que entre 70 et 75% des gens qui font du VTT n'appartiennent à aucune fédération et ne pratiquent aucune compétition. Déjà. Donc vous vous dites, ils font bien quelque chose. Est-ce que quelque chose, c'est du sport? Alors si vous allez dans le langage commun, je dis bien le langage commun, c'est-à-dire la dernière discussion que j'avais avec Viviane sur cette question, il dit bah oui, je sais bien, je reprends, mais il y a le langage commun. Alors dans le langage commun, oui, c'est du sport. Mais si on en reste au langage commun, tout se mélange. C'est-à-dire que l'histoire montre que du point de vue du concept, c'est un concept qui a gagné en extension, et comme tout concept qui gagne en extension, perd en compréhension. C'est-à-dire tout est en tout et réciproquement. Alors il y a Olivier Bessy qui est un maître de conférence, je ne sais plus s'il est encore à la fac de Bordeaux, à l'époque où j'avais pris ses coordonnées de la fac de Bordeaux, il disait une phrase toute simple, il disait « le sport est sorti du sport ». C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la multiplicité des pratiques, la multiplicité des engagements et des pratiques rendent la relation aux pratiques physiques plus compliquée qu'il ne peut y paraître. Et donc, puisqu'on parlait ce matin des pratiques sociales de référence, elles sont plus uniques, elles sont multiples. On va prendre quelques exemples par rapport à cette multiplicité des pratiques de référence. Souvent dans la tête des gens, activité physique, activité sportive et sport sont trois concepts mélangés. J'ai constaté depuis quelques temps, quand il y a des médecins qui sont interpellés dans les émissions de santé sur la 5 ou sur des plateaux de journalistes, etc., la médecine a fait un pas en avant. Il y a quand le journaliste dit oui, il faut faire du sport pour rester en bonne santé, le médecin qui l'interpelle dit de l'activité physique. Il dit tiens, les médecins commencent à différencier deux choses différentes. Faire de l'activité physique, faire du sport. Puis vous avez les sociologues qui s'intéressent aux pratiques, comment elles se développent, comment elles existent dans la société, et découvrent qu'il peut y avoir des gens qui pratiquent du sport sans être dans aucune fédération, dans aucune institution, ne faire aucune compétition, ne pas avoir d'entraîneur. C'est ce que vous connaissez du point de vue des pratiques de football en bas des immeubles, comme disait Jacques, on va revenir, Martine Travers, ou le street basket. Donc vous avez des pratiques institutionnalisées, des pratiques non institutionnalisées. Vous avez le mot pratique qui se télescope avec le mot activité, et tous les profs de PS sont confrontés à cette question-là. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement proposer, on l'a entendu ce matin, c'est pour ça que je reviens là-dessus, vous pouvez proposer à vos élèves une pratique de volleyball sans qu'ils soient en activité de volleyball. Comme on peut proposer une activité de basket sans que les individus en bas de l'immeuble soient dans la pratique fédérale du basket. Donc, ça, c'est notre tasse de thé, si vous voulez. Et l'activité physique, alors, pour revenir à l'activité physique, définie comme étant l'activité que l'on déploie qui est au-dessus de la norme minimale pour pouvoir de dépenses énergétiques et qui vise à avoir une dépense énergétique un petit peu plus importante. L'activité physique peut être aussi, elle, institutionnée ou non institutionnalisée, et elle peut être institutionnalisée dans des endroits extrêmement différents. Par exemple, l'hôpital chez moi a un service de cardiologie avec un circuit dédié aux gens qui ont été opérés pour le cœur pour qu'ils aillent faire de l'activité physique sous une certaine forme liée aux pathologies cardiaques qui sont liées. Donc, il y a bien un endroit où on pratique quelque chose qui s'appelle activité physique et qui est au sein de l'hôpital. Et en même temps, vous avez des gens qui s'en vont faire de la randonnée, d'autres qui s'en vont avec leur vélo. Et en même temps, quand ils font du vélo, ils peuvent être en activité physique pendant 1h30 et basculer dans l'activité sportive. Je vais prendre un exemple personnel, modestement, parce que j'adore le vélo, je fais du vélo. Je vais prendre la sortie que j'ai fait avant-hier, parce que quand on est retraité, on peut faire du vélo en semaine. Et qu'est-ce que je vais y faire sur mon vélo? Je pars, je décide d'abord, avant de partir, où je vais. Et ce que je souhaite faire pendant j'avais décidé de faire un parcours dans lequel il y avait une bosse de 3 km à monter, qui est dans un pourcentage qui me correspond. Je reviendrai derrière sur toutes les connaissances et les savoirs que ça présuppose, quelque part. Donc, je dis ça me correspond, c'est du 6%, c'est 3 km, c'est pas plus, etc. Je sais qu'en roulant à telle moyenne sur telle fréquence, puisque j'ai maintenant avec des outils comme un du vélo capable de faire ça, je serai à 80% de ma VMA, ce qui correspond à peu près à ce que je veux dépenser, je pars.
en pratique individuelle. Je ne suis pas dans une activité sportive, je suis dans une activité physique, dont le retour, je souhaite qu'il soit payant pour moi. Puis j'arrive au bas de ma bosse, qu'est-ce que je vois? Un autre mec, 250 mètres devant. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous en occupez pas, vous occupez de vous. Si vous en occupez pas et que vous occupez de vous, vous restez dans votre activité physique. Et quand vous allez faire un peu de sport, le mec il est à 200 mètres, il me reste 2 km à monter, comment il pédale? Quelle fréquence il va? Quelle vitesse il va? Merde, il est de plus en plus petit, c'est de plus en plus petit, c'est qu'il va plus que moi. Putain, je vais pas réussir à rattraper, comment je vais faire pour combler le trou et passer à côté, même à 62 balais, en donnant l'impression que je le balade. Quand je commence à faire ça, je suis en activité sportive. Je ne suis pas licencié à la Fédération française de cyclisme. Je ne suis pas. Je ne fais pas une compétition de vélo. Mais à un moment donné, je rentre dans un ressort. On parle des mobiles. Ça, c'est un mobile. Je rentre dans un ressort typique dénominateur commun du sport, la poursuite. La poursuite. C'est-à-dire, je me mets en confrontation sur le mobile de la poursuite. Et ce mobile-là, qui est de le dominer, pour le tuer symboliquement, en passant à l'aise, si j'y arrive, je suis pas arrivé, j'ai disparu, quelque part, il va y avoir 20 ans de moins que je ne me suis pas perçu. Sauf que là, le sport, et là on va revenir au détail de l'affaire, soit je commets la bêtise que certains collègues, c'est comme ça qu'ils meurent sur leur vélo, parce que merde, je ne peux pas me faire corriger, et ils se mettent dans le rouge. Si vous avez un minimum de connaissance de vous-même, vous dites, non, là je suis à 160 pulses, 160 pulsations à 62 ans, 220 mal, etc. Je rentre dans des zones de non-confort, c'est dangereux, je ne sais pas comment je peux réagir. Allez, pars, va. Puis bon, on revient au centre. C'est-à-dire que derrière, vous développez une activité sur vous-même, à partir d'un certain nombre de savoirs multiréférencés, qui vous permettent de prendre une autre décision, qui est de respecter votre intégrité physique. Conclusion des courses, le sport, c'est pas la santé. Le sport, c'est la passion. Pour satisfaire ses passions, on peut porter atteinte à sa santé. On peut, je veux dire, on doit, on peut. C'est-à-dire que ceux que je connais autour de chez moi, malheureusement, j'en connais 2 ou 3 qui sont décédés sur leur vélo. Décédés. Et quand vous demandez le groupe où ils étaient, ce qui s'est passé, comment ça s'est fait, eh ben ils se sont laissés submerger par la passion et l'émotion de leur activité, sans prendre en compte leur niveau d'activité physique, susceptible de répondre à la charge de travail que la passion et l'émotion de la poursuite suggéraient chez eux. Et à un moment donné, le cœur, lui, il poignarde, il lâche tout seul. Et ça leur a coûté la vie. Donc, c'est une question de fond. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le paradigme, et là je reviens sur le schéma que j'aurais voulu vous montrer, et c'est là que je suis bien. Voilà. Donc, on dit que c'est bien. Ah oui, on l'a transféré de l'autre côté. Ah oui, j'avais mis ça, on prend toujours pour rien inventer le monde. Ça, c'est de 1763. Pour désigner un homme mal élevé qui n'était bon à rien, les Romains disoient communément nec litteras didicit nec natare. Cet homme ne sait ni lire ni nager. C'est le socle commun des Romains. C'est le socle commun des Romains. C'est-à-dire que Plutarque disait ça de César. C'est-à-dire que pour être un honnête homme, il faut à minima avoir des savoirs corporels et des savoirs intellectuels. Pas nouveau dans le poste. C'est un clin d'œil. Parce que quelquefois on pense qu'on a des idées géniales, d'autres ils ont eu avant nous il y a bien longtemps. Alors, je disais tout à l'heure, toutes ces questions que je viens de soulever sont des anecdotes, c'est tout simplement que la société évolue, les usages du corps évoluent, les pratiques sportives évoluent, l'école française évolue. Et vous voudriez que nous, on n'évolue pas? Non. On est bien obligé de prendre en compte et en considération ce qui se passe autour de nous, puisqu'on s'appuie sur des pratiques sociales. Si ces pratiques bougent pour des raisons qui parfois peuvent nous échapper, on se met en conflit. Alors, toute la question qu'a posée Serge ce matin, je ne vais pas y revenir dessus, la problématique des distances, la problématique des choix. Je vais aller sur des questions plus profondes et des questions plus politiques liées à la laïcité, la fraternité, la liberté, pour donner plus de sens à notre action de prof que les questions techniques que Serge a abordées et que je pense que là-dessus, entre nous, il y a consensus. Alors, pour ce schéma-là, je vais essayer de vous le décortiquer parce qu'il explique énormément de choses. Demain, il y a la manif
de ceux qui sont contre le mariage pour tous. Vous savez, c'est là où champ social et paradigmes sociaux. Si vous avez un tel développement de cette question-là aujourd'hui, c'est qu'on touche à un paradigme social. La famille. Pour certains, cette question fait que c'est encore mieux, qu'on ne peut pas encore aller là, que la société n'est pas prête, qu'on ne reconnaît pas encore la possibilité à tous d'aimer et d'avoir des comportements fraternels, que ce soit une femme ou entre deux hommes ou entre deux femmes. D'autres, au contraire, ont évolué sur cette question. On touche aux paradigmes sociaux. Mais les paradigmes sociaux, les paradigmes culturels, les paradigmes politiques, la société est traversée par une ribambelle de paradigmes. Par exemple, si ça coince du point de vue de l'économie, c'est parce qu'on n'arrive pas à changer de paradigme. Si l'Académie de Lille, enfin la région Nord-Pas-de-Calais, a fait affaire à Jérémy Rifkin pour penser l'économie circulaire, pour sortir de l'économie libérale, c'est pour faire une rupture radicale avec un type de fonctionnement économique dont on n'arrive pas à sortir, dont on voit bien qu'il est coincé. Alors à un moment donné, une société est prête à basculer ou pas. Ça a été le cas pour la peine de mort, c'est le cas pour l'avortement. C'est en train d'être le cas pour le mariage pour tous. Donc ces paradigmes sociaux, de l'autre côté, vous avez le champ politique, institutionnel. Que fait le champ politique institutionnel? Quand il est mis sous pression par les paradigmes sociaux, il se pose la question de savoir ce qui va transformer en légal ce qui est illégal, ou légitime ce qui est illégitime. Va-t-on légaliser la marijuana? Oui, c'est rien. Pour le moment, c'est une question que certains posent dans le champ politique. Parce qu'ils pensent que les pratiques, du point de vue des paradigmes, de la notion de plaisir dans la société, telle qu'elle se décline aujourd'hui, etc., font qu'on est mûr pour ça, ou pas. Alors un politique ne prend une décision que quand il y a trois choses qui sont en équilibre, peut-être que vous comprendrez pourquoi aujourd'hui c'est difficile. Quand ces trois choses sont en équilibre pour lui, alors il fait. Quand ces trois choses sont en équilibre pour lui, alors il ne fait pas. Il va penser la situation en termes économiques, en termes symboliques et en termes politiques au sens de l'idéologie. Si ces trois paramètres sont en accord, il signe. Si ces trois paramètres sont pas en accord, il signe. C'est la raison pour laquelle vous voyez des textes de loi qui arrivent et qui ensuite doivent s'appliquer et qui entérinent et on dit bah oui, de toute façon l'opinion était prête à ça. Je vous donne un exemple sur le corps. Vous n'êtes pas propriétaire de votre corps. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Si vous prenez l'idée d'aller vendre votre bras ou votre rein, ce que dans certains pays, votre œil, ce que dans certains pays, ça, l'Amérique du Sud par exemple, on fait, vous vous retrouverez en prison. Vous ne faites pas ce que vous voulez avec votre propre corps dans la société dans laquelle on vit. Là où on pensait avoir un espace de liberté, vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas propriétaire de votre corps, puisque vous ne pouvez pas ni l'acheter ni le vendre. Sacrée question, c'est-à-dire qu'on se pose des vraies questions sur le corps aujourd'hui dans la société, en termes d'objets, de sujets, de sensibilité, de propriété, toutes ces questions-là sont débattues dans les comités d'éthique. Comment voulez-vous que nous, on soit à côté de ces questions? Troisième volet, vous avez le champ de l'école, le champ de la justice, le champ de l'armée, le champ... C'est là où vous allez opérationnaliser ce qui est devenu légal et ce qui est devenu légitime. Mais vous êtes aussi dépendant du champ social. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pressions dans l'école, venant des parents, venant des clubs sportifs, venant des politiques, venant de qui, eux, à partir de leur propre paradigme, contestent ce que vous devez faire dans votre école et viennent vous mettre la pression sur. Ça veut dire que vous, en tant que fonctionnaire, si vous n'êtes pas au clair sur ces questions, alors vous allez être en difficulté. C'est la raison pour laquelle réfléchir sur la discipline permet d'être serein dans les débats où nous sommes victimes de pression, soit par le champ social, tel club qui ne comprend pas la raison pour laquelle il ne se fait pas ceci, qu'il n'y a pas telle section sportive à tel endroit, comment se fait-il que, ou les parents qui disent, vous comprenez comment ça se fait, il y a une UNSS alors qu'il y a une part de philo, c'est bien plus important la philosophie de l'UNSS. Ça, c'est une pression du champ social sur des représentations ou des paradigmes fondateurs. Et vous, vous êtes coincés, on est tous coincés, entre les obligations institutionnelles et les convictions personnelles de citoyens, où nous avons des décisions à prendre. Ce schéma est important parce que ça permet de comprendre tout ce qui se joue en permanence tout le temps et de se poser la question tout le temps de cette personne.
Que me dit-elle? Quel est son contenant de pensée? Pas ses contenus, ses contenants de pensée. C'est quoi ce qu'il y a autour, pas ce qu'il y a dedans? C'est un humaniste, c'est un matérialiste, c'est un sportif pur et dur, c'est un médecin qui a une conception du corps et de la santé. D'où parle-t-il et que lui dit-il? Alors, nous sommes à une interface de tout ce que je disais tout à l'heure qui évolue en permanence. Qu'est-ce qui évolue? Il y a des questions qui évoluent au-delà de nous, qui touchent toutes les disciplines. Il y a des choses qui évoluent, qui touchent spécifiquement notre discipline. Qu'est-ce qui touche toutes les disciplines aujourd'hui, qui fait qu'on est dans une révolution au sein de l'école? Je vous donne un exemple. On a produit plus de savoir entre 2000 et 2014, entre la naissance de l'homme et 2000. On a produit plus de savoir entre 2000 et 2014, entre la naissance de l'homme et 2000. Donc l'école qui, jusqu'à les années 2000, transmettait le savoir, et on s'apercevait que, bon an mal an, sur le savoir universitaire ou savant, selon les disciplines, on mettait 10 ans, 15 ans, quelques années pour que ça pénètre les programmes scolaires. On s'aperçoit que ce modèle, qui est un modèle qui vise à décliner les choses jusque dans la classe, explose. Il explose parce que l'école, en termes d'inertie, ne peut pas répondre. Parce qu'au moment où elle traite un savoir, il est dépassé. Voire les entreprises sont ailleurs, qui fait que leur niveau de recrutement en termes de certification, de qualification, est totalement déconnecté de notre certification. Vous voyez, le nombre, quand un lycée professionnel peut changer ses machines-outils pour aborder une nouvelle question, le temps que tout se négocie pour que les machines arrivent, on y est déjà passé au jeu. Donc cette question-là est une question de fond. Si l'école ne transmet plus seulement du savoir, que fait-elle? Eh bien, elle est condamnée à créer les cours. Elle doit condamner à changer. Et ce changement, c'est structurer du savoir. D'où les modèles de pédagogie inversée, etc. Le savoir est disponible partout. S'il est disponible partout, comment va-t-on faire pour que ça fasse sens pour les élèves? Le rôle de l'enseignant, ça va être d'orienter dans la captation du savoir et de créer les conditions de sa structuration. Donc tout change dans la classe. Les cours magistraux, ça peut plus être ça, il faut les mettre en activité, il faut modifier ce paramètre-là. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, une société qui est en crise sur les identités de ses sujets. En crise. Un homme, une femme, un enfant. Un jour, je suis prof, le lendemain, je suis dans une association, le surlendemain, je suis ailleurs. Comment un individu crée une identité fondatrice dans laquelle il se reconnaît bien, qui circule dans des endroits où son statut se modifie en permanence. C'est-à-dire que nous aurons, nous, la mission d'aider les élèves à se structurer et se construire comme sujet. C'est une vraie question. Comment se construit-on comme sujet en éducation physique? Quel rapport au savoir en éducation physique pour se construire comme sujet? 3, on est dans une société de réseau. Là, on a le modèle traditionnel, 1 vers tous. Le deuxième modèle qui était connu, c'était 1 vers 1. Et on fabrique un truc qui s'appelle Facebook, et c'est tous vers tous, ou tous vers 1, ce qui est pire, c'est la première violence scolaire aujourd'hui. La violence numérique est la première violence scolaire aujourd'hui. Toute une classe envoie des SMS à une seule personne. Donc on passe de réseaux nombreux et faibles qui fait leur force à des réseaux. On passe de réseaux, de peu de réseaux, des papas, mamans, la famille, etc., qui sont peu de réseaux mais des réseaux forts, à une multiplicité de réseaux qui sont des réseaux faibles mais qui deviennent forts par la multiplicité. Les PDG de chez Google ont compris ça. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a plus de système hiérarchique dans le management. Quand un individu a une idée, tout transite sur le personnel, tout revient vers le mec qui a multiplié par 10 la puissance de l'idée qu'il avait produite. Quel âge il a le PDG? 30 ans. Donc, ça, c'est une révolution. Que fait-on, nous, au niveau de l'école, par rapport à ça, d'une manière générale? Comment on va s'adapter à cette situation? 3, les représentations du corps. On a toujours eu un souci pour le corps depuis des milliers d'années. Il suffit d'aller voir les frises à Pompéi ou ailleurs, c'est pas la question. On a toujours eu le souci du corps, dans ses parures, dans sa beauté, etc. Qu'est-ce qui a changé d'un point de vue révolutionnaire aujourd'hui? Et là, ça nous intéresse, nous, directement, immédiatement,
c'est le pouvoir d'intervention sur soi pour se changer. Le pouvoir d'intervention sur soi pour se changer. Avec tout ce que ça présuppose comme valeur, avec tout ce que ça présuppose comme danger, avec tout ce que ça présuppose comme intégration sociale. Parce que si, avant, on changeait sa manière d'être en se mettant une belle robe ou en se mettant du maquillage, aujourd'hui, dans une société où on peut changer sa matière d'être. Les implants, les prothèses, la chirurgie esthétique, prendre du testostérone pour prendre du beefsteak, on peut changer sa matière d'être, ce qui est quand même fondamental. C'est énorme. Alors, nous là-dedans, nous maintenant, que sera l'homme de demain? Comment nous contribuer à la construction de l'homme de demain? Moi, je ne l'appelle pas le pronétaire, je l'appelle le pronétaire. Le pronétaire de l'an 3000, qu'est-ce qu'il n'aura pas construit? Qu'est-ce qu'il va faire qui sera hors société? Le pronétaire de l'an 3000, il ne saura pas trouver l'information. Il ne sera pas mobile, il ne parlera pas une langue étrangère, il va manquer de plasticité pour s'inscrire dans des situations complexes, dynamiques et mouvantes. Il sera incapable d'entrer en réseau. Et il ne pourra pas construire une représentation du monde qui lui permettra cette intégration. S'il n'y a pas ça, vous êtes un pronétaire puisque tout passe par la circulation des savoirs et de l'information. Alors quand un élève de lycée professionnel sort du lycée professionnel et dit « je veux rentrer dans l'entreprise qui est de l'autre côté du trottoir », il est mort. Si on laisse faire ça, il est mort. Je n'irai pas là-bas, je ne prendrai pas le TER pour aller là-bas. Vous me proposez un métier là-bas, j'y vais passer trop loin. Je vais rester là, près de chez moi, continuer à parler ch'ti et aller dans l'entreprise du coin. Et si vous regardez les étudiants qui sont ici, pas ça. Ils vont à Erasmus, ils partent en Irlande, ils ont des copains américains, ils prennent un avion, ils vont leur dire bonjour, ils trouvent des avions à 40 €, ils payent 200 €, ils traitent de l'information, ils sont mobiles, ils partagent une langue étrangère, le monde leur est donné. C'est eux qui seront les patrons des autres. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors, l'éducation physique, elle a un rôle à jouer là-dedans qui est fondamental. En tant que discipline scolaire. Et bien évidemment, c'est pour ça que quand j'ai rédigé l'article en différenciant sport et éducation physique, c'est tout simplement pour dire que le sport, c'est une pratique sociale qui est une expression du social à un moment donné. Mais le propre de l'éducation physique, c'est de questionner cette réalité-là. À l'école, on questionne la réalité sociale. Le sport ne se questionne pas lui-même. Le sport existe, il est. Avec tous les registres qui sont siens et qui sont magnifiques. Parce que moi, j'étais sportif de haut niveau. Donc, quand vous allez faire du sport, vous mettez votre raison au service de votre passion pour pouvoir développer avec les autres des émotions, partager des codes esthétiques, partager des épopées, partager des moments exceptionnels hors du temps correspondant à la tragédie grecque, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. La compétition, dénominateur commun, c'est l'affrontement, dominer l'autre, obtenir sa mort symbolique. Et c'est une mort symbolique parce qu'il va ressusciter, parce que le temps du sport est cyclique et on recommencera dans un an. Donc le PSG, le président du Bordeaux, on s'en fout parce que l'an prochain, il va foutre longtemps. Le sport, c'est ça. Et donc, l'éducation physique, c'est pas ça. Alors si l'éducation physique, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Donc l'éducation physique n'éduque pas au sport. Ça, c'est le vieux modèle. C'est le vieux modèle. L'éducation physique étudie le fait sportif comme elle étudie le fait religieux, comme elle étudie le fait économique libéral. Elle l'étudie au sens de elle met à distance pour en comprendre les ressorts, en faire une appropriation critique à son propre service, se développer et grandir. C'est-à-dire se faire advenir physiquement. C'est ça la question de foutre. Donc, j'ai posé la question à des philosophes spécialistes de la laïcité, parce que je trouvais que la laïcité enfermée dans une représentation étroitement religieuse, qu'est-ce que le concept de laïcité pour l'éducation physique, par exemple? Ce n'est pas un problème de religion. La laïcité, par exemple, la polyvalence en éducation physique est un rempart contre le prosélytisme sportif. Ça nous permet, à nous, par le biais de la polyvalence, de nous attaquer à l'universel, c'est-à-dire l'universel, fonder un sujet qui se connaît physiquement, et pas de le préparer à devenir footballeur. Ça, c'est une question de fond. Vraiment. Donc, il faut accepter, ce que je vais vous dire là peut peut-être vous paraître un peu abscons, mais je le détaillerai, je reviendrai derrière.
Nul n'est obligé d'avoir un style de vie plutôt qu'une autre. Comme nul n'est obligé d'avoir une religion plutôt qu'une autre. Si on est laïque, nul n'est obligé d'avoir un mode de pensée plutôt qu'une autre. On ne vous impose pas de pensée libérale, on ne vous impose pas de pensée marxiste. Vous êtes libre de penser à partir de vos cadres de pensée. De la même façon, vous êtes libre d'avoir le style de vie que vous voulez avoir. Demain, vous êtes libre d'avoir la religion que vous voulez. Deux, si on n'est pas obligé de m'imposer un style de vie plutôt qu'un autre, on n'est pas obligé de m'imposer un style de vie. Pourquoi devrais-je être chrétien plutôt que... Pourquoi on m'imposerait dans ce pays-là, si vous allez dans ce tel pays, on va vous imposer telle dictature, on va vous imposer telle pensée. C'est pas un hasard, ces dictatures tuent d'abord les artistes, les philosophes et les religieux. C'est là où ça pense. Et enfin, nul n'est imposé de ne pas avoir de style de vie, de ne pas avoir de mode de pensée, de ne pas avoir de religion. Si je traduis ça en éducation physique, vous savez, si je traduis ça dans l'école, nul n'est obligé d'être sportif. Nul n'est obligé de ne pas être sportif. C'est-à-dire, allez, on évacue. Et nul n'est obligé d'être plutôt footballeur que joueur de badminton. J'élargis. Nul n'est obligé d'être plutôt sportif que musicien ou plasticien. Alors vous allez me dire, bon, alors c'est nul obligé à quoi? C'est quoi le truc? Eh bien, votre boulot, c'est d'équiper les élèves à être en mesure, en liberté de conscience, de choisir librement le style de vie qui est le leur. De choisir le style de vie dans lequel ils se reconnaissent. Donc à partir de là, si on dit « je n'enseigne pas un style de vie », moi je disais par exemple au prof « non, je ne suis pas d'accord que vous preniez avec un maillot du PSG pour faire quoi ?» Non. On était un maillot neutre. Pas faire de la pub pour le PSG. Ni pour Adidas, ni pour Vive Dieu, c'est même étonnant. Qu'est-ce que vous incarnez en termes de normes? Qu'est-ce que vous incarnez en termes de normes auprès de vos élèves? Parce que ce qui caractérise un enseignant, c'est la norme qu'il fait poser sur le corps de ses élèves. Êtes-vous vous-même interrogé sur la norme que vous faisiez poser sur le corps de vos élèves? Qu'est-ce que vous considérez comme étant un corps bon, bien et beau? Est-ce que c'est la même chose qui est traversée par l'ensemble de la classe ou de la communauté scolaire? Pas sûr. Donc, nous sommes là pour aider les élèves à choisir un style de vie en toute liberté de conscience. En toute liberté de conscience. Ça veut dire donc que vous leur mettez à l'étude différents styles de vie, différentes façons de pratiquer corporellement des activités. Par voie de conséquence de ce que disait Serge ce matin, il faut qu'ils se plongent à la fois dans des pratiques physiques de type régénération, il faut qu'ils se plongent dans des pratiques physiques de type compétition, puisque c'est le dénominateur commun. Je reviendrai sur le problème du corps qui traverse les trois. Il faut qu'ils se plongent dans des activités où c'est la transgression qui est l'outil de fonctionnement. Je pense à la danse, je pense au cirque, je pense au body art, je pense à tout, au théâtre gestuel, enfin tout ce qui pourrait nourrir aussi les pratiques artistiques, physiques artistiques de l'éducation physique. Donc on n'est pas sur un modèle unique, on n'éduque pas au sport. On étudie le fait sportif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous prenez vos élèves, il faut qu'ils fassent une appropriation lucide et critique de ce que vous leur proposez. Et donc quand ils sortent, ils disent « Qu'est-ce que tu as fait avec eux ?» J'ai fait du handball. D'accord, qu'est-ce que tu as fait en handball? On a vu avec le prof ce que c'était de créer un couloir d'accès au but. Je comprends maintenant pourquoi l'équipe de France elle a pris une tôle avec un tel, mais c'est compliqué parce que quand le mec il se décale, je me suis aperçu que c'était vraiment pas facile de déplacer. Il a compris, parce qu'on réussit à l'école quand on comprend ce qu'on ne comprenait pas. Et le plaisir, il y a a posteriori dans cette cas-là. Donc, étudier, ce qui veut dire que ça casse tous nos schémas actuels. C'est-à-dire que si vous pensez comme ça, ce que vous voulez que les élèves s'approprient, c'est une activité. Le mot activité, c'est mobile, mobilisation, attention, sur des opérations pour donner un but à c'est ça l'activité. Comment se met-il en activité? Comment je vais créer cette activité? Comment je peux qualifier cette activité comme relevant plutôt de la régénération, relevant plutôt du domaine artistique ou relevant plutôt du domaine sportif? Si vous prenez le cas du sport, moi en tant qu'IAPR, on m'a mis dans la situation d'accepter les échecs dans le cadre de l'UNSS, en me disant c'est un sport. C'est une vraie question. Sport. Après, quand vous réfléchissez
6e minute, vous apercevez que le dénominateur commun du sport, c'est pas le corps. Le dénominateur commun du sport, c'est le corps, c'est la compétition. Donc comment mettons des élèves en activité compétitive? Parce que vous pouvez proposer une pratique à vos élèves de volleyball sans qu'à aucun moment ils soient en activité de volleyeur. Ils sont dans la pratique, ouais, le terrain, il y a tout ce qu'il faut, mais eux, l'activité qu'ils déploient, elle peut être des kilomètres de ce que vous êtes en train de proposer. Donc raisonnez non pas sur les problématiques de pratique, au niveau de pratique, mais de raisonner sur la notion d'activité et quel type d'activité on veut que nos élèves déploient dans l'espace qu'on a construit. Ça, c'est une question centrale. Parce que si on travaille sur l'activité, alors on va l'amener à s'interroger sur l'activité qu'il déploie lui. Mais quand vous amenez un élève à s'interroger sur son activité, vous faites bien plus que de l'éducation physique. Bien plus que ça. Vous êtes en train de construire un sujet, c'est-à-dire un individu dans une société qui est capable de débattre avec lui-même, de débattre avec les autres, de dire ce qu'il éprouve et éprouver ce qu'il dit, de rentrer en relation, d'exister en tant qu'un sujet singulier dans un groupe. Et c'est parce qu'il est comme sujet qu'il est capable d'amour et de fraternité que par voie de conséquence on n'a pas à s'occuper de son sexe pour savoir comment on le marie. Et ça, c'est l'héritage de quoi? De la Révolution. On est à un moment où la question clé pour exister dans la société d'affirmer, c'est de créer des sujets, c'est-à-dire des gens libres de conscience, capables de prendre leur propre activité comme objet de réflexion pour décider d'agir dans un champ de valeurs qu'ils ont envie de défendre. Et donc, je reviens à mon histoire de monter le col. Pour faire ça, il faut quoi? Il faut que je me mette à distance dans ma pratique. Il faut que j'analyse la pratique dans laquelle je suis. Il faut que j'ai des connaissances en aérobie. Il faut que j'ai des connaissances sur le monde sportif. Il faut que je sois capable de maîtriser mes émotions. Il faut que je sois capable de tenir un discours intérieur sur la pratique que je déploie, non pas du point de vue des effets, mais du point de vue du processus. Et alors, c'est un don de la nature, ça? Non, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pour ça que sur le séminaire santé qui va avoir lieu à Paris, comme thème d'intervention, je dis bouger c'est bien, apprendre à bouger c'est mieux. Parce que les médecins disent allez faire l'activité physique, vous allez aller mieux, vous aurez moins de cholestérol. Voilà. Il suffisait de bouger pour le cholestérol, ça resterait plus longtemps. Donc, cette question-là du sujet est une question scolaire aujourd'hui fondamentale. Et là, je reviens à l'école, je ne sais pas où j'en suis, vous allez me dire. L'école est ontologiquement liée à la République. Ontologiquement liée à la République, à la res publique, à la chose publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez participer au débat public, si vous voulez pouvoir être dans les choix que votre société vous propose, vous vous souvenez que certains groupuscules voudraient imposer à l'ensemble de la société. C'est-à-dire si vous voulez rentrer dans le suffrage universel pour voter, il faut que vous ayez accès au savoir. Et pour accéder au savoir, il faut aller à l'école. Je vais dire pourquoi on peut très bien apprendre des trucs dehors. Non, parce qu'à l'école, c'est un accès d'un individu libre à un savoir libre dans un lieu sacralisé. C'est-à-dire que le savoir proposé à l'école n'est pas n'importe quel savoir. Ce n'est pas un savoir dogmatique, c'est pas un savoir idéologique. C'est un savoir découplé de la société pour que vous puissiez l'étudier librement, en dehors de tout dogme, pour donner du sens au savoir lui-même en tant que tel. C'est-à-dire que quand vous proposez à un élève de regarder ses fréquences cardiaques, quand vous lui demandez d'analyser s'il est rouge ou pas, s'il respire ou pas, que vous lui expliquez ensuite comment ça fonctionne avec le système énergétique, il ne le fait pas sous la pression d'un lobby sportif, il ne le fait pas sous la pression d'un lobby religieux, il ne le fait pas sous la pression d'un lobby familial qui dénonce toute pratique physique risquant de mettre en danger leur enfant. Non, il est dans un contexte où il est un individu en train de construire une liberté dans un accès libre dans un contexte sacré. C'est votre mission. Plus d'école, plus de république, plus de démocratie. Donc, le but, lutter contre les préjugés, lutter contre la falsification des valeurs, lutter contre des croyances, lutter contre le corps-objet pour le corps-sujet. Si ce modèle vous l'avez en tête, alors vous donnez du sens vous-même, vous mobilisez vous-même pour reprendre, et vous prendrez plaisir à enseigner, puisqu'on peut presque placer du côté de l'enseignant. Le plaisir de l'enseignant, c'est quand un élève qui ne comprenait pas comprend, et vous sourit parce que vous l'avez à comprendre. Il comprend pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accès à un savoir, et tout à coup, il a accès à ce savoir-là. Et donc, pour vous,
cet accès au savoir, ce rapport au savoir, ça doit être le fondement même de votre action, mais vous devez élucider le savoir en éducation physique et sportive. Parce qu'il n'est pas élucidé aujourd'hui. Pour des tas de raisons, l'historique, les disciplines savantes, elles n'ont pas eu mal à passer aux compétences, elles avaient les savoirs en main. Il suffisait de les organiser, de les structurer. Nous, on n'avait pas de savoir en éducation physique, puisqu'il n'y a pas de discipline universitaire de l'éducation physique et stable, ça sert, mais pas d'éducation physique. Nous avons tous nos savoirs à construire, savoir communiquer, savoir circuler, savoir se présenter en scène, etc. Nous avons à les construire et à les incorporer ensuite dans des compétences qui permettront à l'individu de comprendre des situations complexes. Parce qu'une compétence, ce n'est pas un savoir. Et l'école, le but, c'est la structuration des savoirs pour créer du sens. On a du boulot. Sinon, on disparaîtra. Voilà peut-être ce que je pourrais retenir dans ta 42 ans de carrière. Parler du corps dans l'histoire de la croix de Jésus. Parler du corps dans les trois activités ou trois domaines à un moment donné, qui reviendrait, qui est pas. Le corps à travers les trois types de. C'est ce que je disais, le corps n'est pas le dénominateur commun du sport, puisque les échecs. Alors, quels sont. J'avais lors de la CT5. Quelles sont les activités physiques qui concernent l'éducation physique et quelles sont celles qui ne la concernent pas? Toutes les activités dans lesquelles le corps est subordonné à une pensée tactique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de transformation motrice pour réaliser le processus compétitif, ne nous concernent pas. Les échecs, le bridge, le poker, ça peut être des sports, mais du point de vue du corps en mouvement et des propriétés du corps en mouvement, ça nous concerne. Toutes les activités productrices d'objets, plasticiens, sculpteurs, etc., puisque l'habileté est liée à la production d'un objet. Toutes les activités dans lesquelles on débouche sur une production professionnelle, bûcheron, pompier, même s'il faut derrière avoir une activité qui n'est pas le contenu du programme d'enseignement. Et toutes les activités qui relèvent de l'intime, la nourriture, la sexualité. Donc, nous, culturellement, le champ des pratiques dans lesquelles nous sommes intéressés, ce sont des pratiques qui, culturellement, l'homme a pris en jeu son mouvement. Et ce qui intéresse du point de vue de l'enseignement, c'est les propriétés du mouvement. Tiens, je peux aller plus vite, je peux aller plus rapidement, je peux aller plus fort, je peux aller plus loin, je peux aller plus court, je peux aller plus mobile, je peux avancer, je peux le faire avec lui, je peux le faire sans lui, je peux le faire contre lui. Qu'est-ce qui fait que quand je suis comme ça va plus vite que quand je suis comme ça? Ah oui, mais si je change ça, il va se passer ça. Que le savoir est dans les propriétés du corps en mouvement. Et comment un élève peut intervenir sur ces propriétés pour se faire advenir, c'est-à-dire être autre, un autre qu'il ne connaît pas encore. D'un autre qu'il ne connaît pas encore. Alors forcément, du point de vue des programmes, ça change beaucoup de choses. Je vais faire un parallèle avec la philosophie, pour que vous puissiez comprendre très clairement. Parce que je pense que par exemple les programmes actuels, on est au bout d'un système qui a 40 ans d'existence, il a fait son temps. Mais il faut qu'on, de par les paradigmes sociaux, il faut qu'on bascule à autre chose. J'ai eu la chance de travailler sur les programmes de danse avec l'inspecteur général qui est en charge de la danse. Donc on a pu aller sur un schéma totalement différent. Effectivement, 150 niveaux de compétences pour 30 APSA, c'est de l'encyclopédisme. C'est de l'encyclopédisme. Est-ce que vous connaissez une autre discipline qui fait ça? Non. On va prendre par exemple la philosophie. Si vous prenez n'importe quel prof de philo, mon collègue qui est de philosophie, je dis c'est quoi l'enseignement de la philosophie? Il me dit, on est le seul. Là, je dis par exemple, ça c'est fondamental. Tous les autres pays sont sur l'histoire de la philosophie. Kant, Nietzsche, Spinoza. On est le seul pays où on travaille sur une question fondamentale qui est prendre sa pensée pour objet de pensée. Prendre sa pensée pour objet de pensée. On reviendra après pour prendre son corps comme mouvement, comme objet de pensée. Je suis en train de travailler avec lui là-dessus. Et donc, prendre sa pensée pour objet de pensée. On ne pense pas à vide, on pense sur quelque chose. Sur quoi pensent-ils les élèves? Sur la mort, sur la sagesse, sur l'amour, sur la morale. C'est-à-dire qu'on prend les notions universelles qui traversent l'humanité, et les élèves vont dire ce qu'ils pensent de la mort, de la morale et de l'amour. Et l'enseignant de philosophie, que fait-il?
Il va chercher des références chez Spinoza, ou chez Kant, ou chez Platon. Mais il ne demande pas aux élèves de lire tout Platon. Il va chercher 2 pages ou 3 pages de Kant, 2 ou 3 pages de Spinoza, qu'il donne aux élèves, qui vont leur permettre à la fois de comprendre ce que Spinoza pensait de l'amour, du corps d'ailleurs, parce que Spinoza est une vision du corps. Et en même temps qu'ils lisent Spinoza, ils sont en train de transformer leur propre façon de penser. Mais il n'y a pas 5 niveaux de Kant, 5 niveaux de Spinoza, 5 niveaux de Platon, il n'y a pas 200 philosophes avec 5 niveaux de compétences. Alors si on prend ça, c'est pareil en littérature, on pourrait prendre le même schéma. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut se rapprocher de la philosophie, que fait-on? Si on dit, on veut que les élèves prennent leur corps en mouvement comme objet de leur activité, alors à ce moment-là, il faut dire, que souhaite-t-on de fondamental dans cette activité qui puisse leur permettre de comprendre le monde dans lequel il vit? On peut être sur ce livre, respecter son activité physique, être capable de moduler son énergie, être en capacité de la restituer, capable de créer des coups. Après, on peut travailler sur ces thématiques-là. Et ça serait des thématiques qui pourraient être transversales, comme l'amour, la sagesse. Ensuite, il faut laisser la liberté aux enseignants de choisir des APSA dans lesquels cette notion ou ce thème pourrait être traité. Donc, par exemple, si on considère que les élèves doivent comprendre ce que c'est que créer un couloir d'accès au but. Comment crée-t-on un couloir d'accès au but? Comment font les professionnels pour faire ça? Si vous restez dans le modèle classique, vous allez attendre qu'ils soient au niveau de pratique de l'attaque placée pour faire ça. Moi, je peux vous dire, dans 1100 inspections, je n'ai jamais vu d'attaque placée. Parce que les élèves ne peuvent pas, en termes de pratique, être en attaque placée. Par contre, on peut fabriquer une forme de pratique ayant des composants qu'on va construire, bâtir, qui vont se mettre en activité pour se confronter à l'attaque placée, là, sans en avoir un niveau de jeu. Parce que la forme de pratique n'est plus la pratique sociale dans sa complexité. Et il y a une forme construite pour qu'ils étudient l'attaque placée en tant qu'attaque placée. Je peux vous dire que ça marche. Si vous voulez savoir comment ça marche, vous achetez le DVD qu'on a bâti au CRDP de Lille. Il s'appelle Apprendre le PS par les sports collectifs. Vous avez tout ça dedans. Comment fabrique-t-on des formes de pratique scolaires qui permettent aux élèves, bien que la pratique soit différente de la pratique sociale, que leur activité soit proche de l'activité d'expert, pour qu'ils comprennent et étudient ce qu'est l'attaque placée. On étudie le fait sportif, avec tout ce que ça présuppose. Et on peut y coupler des valeurs, comme pourquoi dans le basket il ne faut pas se toucher, de respect, pourquoi on dit pardon à un joueur quand on a bousculé. On n'abandonne pas les valeurs de famille, c'est pas question. Et à partir de là, vous avez un programme beaucoup plus ledge. Donc, par exemple, c'est les Ardences, c'est ce qu'on a fait. Il y a 4 thématiques, il y a 5 compétences, et il y a des œuvres qui changent, que les profs peuvent prendre, tout ou partie des œuvres, pour illustrer la thématique. Par exemple, il y a entre narration et abstraction. Et là, ils choisissent une œuvre chorégraphique, parce que si vous voulez que tout le monde fasse la même chose, on ne peut pas. Il n'y a pas de montagne dans le blanc. On fait quoi? Pas d'escalade? C'est pas une même culture, d'autres types d'activités. Par quoi rentre-t-on pour faire la même chose alors que les pratiques sont différentes? Quel type d'activité est-il fondamental que les élèves étudient et comprennent de l'intérieur pour qu'ils ne soient pas des illettrés de la lecture sportive, de la lecture artistique? Donc ce sont des connaissances en acte. Accéder à une connaissance physique de soi, ce sont des connaissances en acte. Pas du blabla. Même s'il y a une formalisation de pratique, ou qu'on amène les élèves à formaliser la pratique. L'éducation physique, c'est accéder à une connaissance physique de soi pour faire un bon usage de soi. Et pour cela, on propose d'accéder à des connaissances en acte, puisées dans le patrimoine culturel, des activités sportives, certes, mais aussi des activités de régénération et des activités artistiques. Moi, c'est le message que je vous fais passer.